Le Libérateur. Le plus grand écrivain contemporain est mort. Vont nous manquer non seulement les œuvres qui nous auraient été données alors qu'il était encore dans la force de l'âge, mais aussi le grand homme lui-même, la synthèse vivante de toutes les valeurs véritables du passé, le garant de l'héritage pour la création du réalisme socialiste, la preuve vivante pour nous et pour le public international que la révolution prolétarienne, le socialisme victorieux, signifie un énorme essor de la culture. Si nous cherchons maintenant à établir ce que Maxime Gorky, l'écrivain, l'éducateur, l'homme a représenté, et il est impossible de parvenir d'un seul coup et rapidement à la solution de cette question, ce n'est pas par simple devoir littéraire. Il s'agit de déterminer les tâches de l'écrivain à l'étape actuelle. Qu'a été Gorky pour nous les écrivains? Nous dirons un modèle, un maître, un éducateur. Tous ces mots n'expriment son importance que de manière approximative, imprécise. Si nous voulons quelque peu nous rapprocher d'une définition, il est probablement juste de penser aux mots que Goethe a dit en 1832 sur son rapport au jeune écrivain. Je le cite: Notre maître est celui sous la direction duquel nous nous exerçons dans un art d'une manière continue, et qui, à mesure que nous acquérons de l'habileté, nous communique peu à peu les principes d'après lesquels nous pourrons atteindre le plus sûrement le but désiré. Dans ce sens, je n'ai été le maître de personne, mais si je dois dire ce que j'ai été pour les Allemands en général, et particulièrement pour les jeunes poètes, j'oserais me nommer leur libérateur. Fin de citation. Pour Goethe, cette libération s'est surtout concentrée dans le fait qu'il a enseigné aux jeunes poètes à rendre leur vie plus dense, plus sérieuse. Mais le fond poétique, dit Goethe en résumé, c'est le fond de notre propre vie. La langue, la technique, etc. de la poésie allemande sont déjà à cette époque hautement développées. L'expression poétique n'occasionne plus de difficultés insurmontables. Au contraire, il y a le danger d'une virtuosité creuse, le danger de confondre la maîtrise formelle des formes littéraires avec la poésie véritable. L'illusion que la maîtrise des aspects formels signifierait déjà la poésie, que pour le talent, le contenu tomberait de lui-même du ciel, et le danger, l'asservissement dont Goethe, selon son propre aveu, a libéré le jeune poète. Il les libère en indiquant l'importance du contenu de vie. Il dit au jeune poète, en des rimes humoristiquement sages, « À l'âge où d'espoir on s'enivre, jeune homme, écoute et te souviens que la muse qui sait nous suivre, à nous conduire, n'entend rien. » Goethe, le libérateur, est donc le prophète de la culture de la vie, comme base de la culture en art et littérature. Il serait ridicule de prendre à la lettre, de façon par trop mécaniste, le parallélisme qui va ici de soi. Chacun de nous connaît les différences fondamentales entre l'époque du vieux Goethe et notre présent. Pour chacun, les différences fondamentales entre les tâches de la littérature des deux périodes sont suffisamment bien connues. Mais malgré toutes les différences, l'idée fondamentale de Goethe reste pour nous maintenant précisément de la plus grande actualité et de la plus haute importance. Après que les articles de la Pravda ont soulevé les questions de notre art et désigné le naturalisme et le formalisme comme cible de la lutte en littérature, une longue discussion s'est ouverte au sein de l'Union des écrivains soviétiques. Malheureusement, Maxime Gorky n'a pas pu y prendre part directement. Mais dans un article, il a émis avec la franchise qui le caractérise un jugement sur cette discussion. Je cite: Mais comme ce débat n'a pas été engagé au sein de l'Union, mais a été suggéré de l'extérieur, on peut se demander si la chose ne se terminera finalement pas simplement par des mots. Cette critique, excellente et profonde, met pleinement en lumière le rôle de libérateur de Gorky pour notre littérature. Gorky voit que la vie soulève avec toujours plus d'acuité la question de comment surmonter les reliquats du capitalisme. Et il voit qu'une partie considérable des écrivains conçoit cette question fondamentale, cette question de la vie, de la culture de la vie, sous un angle littéraire étroit et corporatiste. Qu'est-ce que la culture littéraire? C'est avant tout le sens de la véritable grandeur humaine, la capacité de voir la grandeur humaine partout où elle se manifeste vraiment dans la vie, même sous des formes cachées, encore imparfaites, encore incapables d'une expression claire.
la capacité de voir avec clairvoyance la croissance de l'humanité, de l'éprouver avec une compréhension profonde, la capacité de détecter la nouveauté, le futur en puissance, tout de suite, dans ses premières manifestations. Dans son grand discours au premier congrès de l'Union des écrivains soviétiques, Gorki a critiqué notre littérature principalement de ce point de vue. Il disait, je cite, « Nous sommes de piètres observateurs de la réalité ». Et au moyen d'observations, petites en apparence, il a démontré de manière convaincante combien l'émergence concrète de l'homme nouveau, le bouleversement de la réalité dans son ensemble, à commencer par la campagne, ont échappé à maints égards à notre littérature, et que de nombreux écrivains n'ont pas encore un sens suffisant de la nouveauté et de la grandeur de notre réalité. Gorki est devenu le plus grand écrivain de son époque, parce que, dans les conditions les plus défavorables, il s'est acquis cette culture littéraire qui a pour base une culture de la vie. Relisons ses souvenirs sur Léonid Andreïev. Par 2 fois, il accuse Andreïev d'avoir déformé et sous-estimé un grand phénomène vital au nom de partis pris littéraires subjectifs. On ne devrait, dit Gorki, représenter certaines choses de notre réalité, et en particulier les choses très rares et positives, qu'exactement telles qu'elles sont. Et plus loin, aujourd'hui encore, je ne peux pas vous concéder que des manifestations aussi rares de sentiments humains idéaux puissent être arbitrairement déformées par l'auteur, parce que son dogme préféré le lui prescrit. » Fin de citation. Cette considération pour la grandeur dans la vie humaine est à la base de la culture littéraire de Gorki. Elle est en même temps la source de sa haine inextinguible contre toute forme de barbarie. L'accent est mis sur le mot « toute ». Gorki a haï fanatiquement la barbarie originelle de la vieille vie russe. Il y a eu dans la littérature bien peu d'écrivains pour mépriser comme lui aussi ardemment l'abrutissement et la cruauté de cette vie. Mais Gorki a aussi poursuivi d'une haine clairvoyante la barbarie toujours croissante du capitalisme de monopole. Comment te situes-tu par rapport à la guerre impérialiste? Comment te situes-tu par rapport au fascisme? Telles ont été les questions fondamentales qui ont déterminé son attitude par rapport à un écrivain. Mais le regard universel de Gorki a aussi démasqué avec la même clairvoyance que donne la haine les formes raffinées les plus intellectualisées de la barbarie. Dans son discours au Congrès des écrivains, il a dit de Dostoïevski, je cite, « On a appelé Dostoïevski un chercheur de la vérité. Quand il l'a cherché, il l'a trouvé dans les instincts brutaux et bestiaux de l'homme, et il l'a trouvé, non pas pour la combattre, mais pour la justifier. » Fin de citation. Le grand regard de Gorki voit le principe qui unit les phénomènes les plus divers de la barbarie impérialiste. Peu importe que cette barbarie se manifeste sous la forme de la bestialité directe du fascisme, ou si elle adopte des formes trompeuses, littérairement intellectualisées, Gorki voit toujours le principe vital unitaire, la glorification de l'animalité dans l'homme, le mépris de la grandeur humaine, de tout ce qui a fait de l'homme un homme, de ce qui, au cours d'une évolution infiniment longue, l'a porté de l'animal et demi-animal à l'homme. Peu de gens ont compris aussi profondément que Gorki la vérité exprimée par Engels quant au rôle du travail dans ce processus de liaison indissoluble du travail à la grandeur humaine et au pôle opposé du parasitisme à la barbarie. Dans le même discours dont nous avons extrait la citation sur Dostoïevski, il attirait encore une fois l'attention des écrivains sur le folklore, c'est-à-dire sur les œuvres d'art non écrites du peuple travailleur. Il souligne que c'est justement là qu'ont été créés les types de héros les plus profonds, les plus vivants et les plus artistiquement accomplis des personnages comme Héraclès, Prométhée et Faust. Cette liaison intime du caractère populaire de la littérature, avec ses problèmes les plus profonds, avec ses perfections de forme les plus hautes, ne peut être réalisée consciemment et sans contradiction qu'avec le socialisme. La littérature de la société de classe, dans sa nature, n'a jamais pu reprendre véritablement ni totalement les énormes impulsions qui venaient de la poésie populaire. À la faveur toute particulière des circonstances, comme à la Renaissance, le génie particulier d'auteurs éminents comme Shakespeare, Cervantes et Rabelais a rendu occasionnellement possible qu'au moins une part de ce trésor puisse être préservée sous les formes éternelles
de la meilleure littérature. Le caractère contradictoire de l'évolution de la littérature dans la société de classe se manifeste aussi dans le fait que, d'un côté, dans certaines conditions, même se détourner de la vie populaire peut être pour la littérature la seule voie possible, véritablement progressiste, comme Bielinski et Tchernychevski l'ont montré pour Lomonosov. Et que d'un autre côté, la poésie populaire elle-même puisse être réduite à l'étroitesse, à la mesquinerie, au provincialisme. Seule la libération par la grande révolution prolétarienne de toutes les énergies sommeillantes, opprimées et déformées du peuple travailleur abolit ces contradictions. Ce n'est que par la révolution prolétarienne victorieuse qu'est donnée la possibilité de relever ces trésors, d'exploiter ces énergies et de porter avec leur aide la littérature et l'art à un niveau à peine imaginable jusqu'alors. Mais les reliquats du capitalisme sont un obstacle sérieux à la matérialisation de ces possibilités. Dans la mesure où les écrivains n'ont pas une représentation claire de la véritable grandeur humaine qui se manifeste dans la poésie populaire, dans la mesure où ils ne comprennent pas la supériorité artistique que représente pour la littérature le vrai esprit populaire, s'occuper de la poésie populaire, des éléments et des tendances qui mènent à un véritable esprit populaire de la littérature, reste un simple domaine spécial. Mais dans ce cas, cela ne peut avoir sur l'évolution générale de la littérature qu'un effet restreint et peu fructueux. Maxime Gorky a toujours relié de la façon la plus étroite le problème de l'esprit populaire de la littérature à la question de l'héritage. À très juste titre, car ce n'est que lorsque l'esprit populaire de la poésie est placé au cœur des considérations historiques et esthétiques en littérature que l'on peut découvrir le véritable rapport historique. Gorky lui-même s'est exprimé sur cette question, avec une clarté dépourvue de toute ambiguïté. Dans son discours au Congrès des écrivains que nous avons maintes fois cité, il a dit, je cite, « Nous avons toute raison d'espérer, pour une fois que l'histoire de la culture est écrite d'un point de vue marxiste, que nous allons admettre que le rôle de la bourgeoisie dans le processus de création culturelle a été très surestimé, tout particulièrement dans le domaine de la littérature. » Gorky exprime ici très clairement l'idée dont Marx, Engels et Lénine ont été à l'origine en ce qui concerne le rôle de la bourgeoisie dans l'histoire de la révolution bourgeoise. La reconnaissance que l'accomplissement véritablement radical des tâches de la révolution bourgeoise a toujours été initié par des éléments plébéiens démocrates contre la volonté de la bourgeoisie. Se raccrocher de manière fétichiste au rôle dirigeant de la bourgeoisie dans la révolution bourgeoise a conduit à la lamentable capitulation du réformisme devant la bourgeoisie réactionnaire, à l'effondrement théorique des conceptions de Plekhanov. En revanche, le développement original par Lénine de cette conception marxiste, la tactique de la dictature démocratique révolutionnaire, du prolétariat et de la paysannerie, qui a été clairement formulée par Lénine comme programme d'achèvement de la révolution bourgeoise contre la bourgeoisie, qui rend possible la transformation de la révolution bourgeoise en révolution prolétarienne, prépare la victoire d'octobre du prolétariat. La surestimation du rôle de création de la bourgeoisie est un reliquat de l'apologétique bourgeoise et de la falsification de l'histoire, transmise par le réformisme. Mais quelqu'un comme André Gide, certes de façon seulement temporaire, voyait autrefois cette évolution comme cela. Il a dit dans son discours au Congrès parisien de défense de la culture, je cite, « C'est toujours par la base, par le sol, par le peuple qu'une littérature reprend force et se renouvelle. Elle est comparable à Ante, qui, nous raconte la fable grecque d'un si profond enseignement, perd ses forces et sa vertu lorsque ses pieds ne reposent plus sur le sol. Ce qui réinfuse la vigueur à nos lettres françaises au XVIIIe siècle, et qui en avait grand besoin, ce n'est pas Montesquieu, ce n'est même pas Voltaire, malgré tout leur génie. Non, ce sont des roturiers, des plébéiens, c'est Jean-Jacques, c'est Diderot. » Fin de citation. Bien traiter l'héritage, comme cela se manifeste le plus clairement dans la pratique de Maxime Gorky, signifie la liaison organique entre les objectifs supérieurs de la composition artistique et l'enracinement le plus profond dans la production de l'esprit populaire antique, révolutionnaire, la liaison avec les traditions des véritables sommets de la littérature mondiale.
une conception authentique, profonde de la réalité, c'est là la base commune des sommets artistiques et de l'esprit populaire dans la littérature. Il suffit par exemple de lire le roman de Gorki Konovalov pour voir comment une représentation véritable de problèmes authentiques de la vie exerce sur les hommes du peuple un effet de profonde émotion qui bouleverse leur vie, comment un impact sérieux de la littérature sur le peuple ne peut prendre sa source que dans la profondeur de la conception de la vie qu'a l'écrivain. Avec cette grande conception de l'esprit populaire, Gorki surmonte le faux dilemme dans la littérature de la bourgeoisie en déclin, le dilemme de la tour d'ivoire et d'une simple littérature de propagande. La poésie de Gorki rejette tout aussi radicalement le détachement formaliste de la vie que tout practicisme, practicismus rétrécissant de la littérature. Gorki, comme écrivain, a toujours été d'actualité. Il n'a jamais séparé son activité d'écrivain de celle de publiciste révolutionnaire. Bien au contraire, ses plus grands chefs-d'œuvre sont nés de cette activité de publiciste. Thomas Gordeïev, des premiers temps de la lutte contre le capitalisme, lorsque Gorki était journaliste en province, La Mer, de l'activité de publiciste de la première révolution, Klim Samgin, des combats de publicistes contre les parasites de la révolution prolétarienne victorieuse, etc. Mais apprendre de l'héritage de Gorki signifie avant tout, là aussi, comprendre le contexte véritable. Gorki, comme auteur, n'est jamais un simple publiciste. L'activité de publiciste l'aide à voir de près la vie, les forces motrices, les types dominants, les conflits typiques de la vie, de participer aux luttes de manière combative. Sur la base du riche trésor vital ainsi obtenu, sur la base d'un travail littéraire approfondi sur un matériau vital d'un riche contenu, Gorki parvient à découvrir et à représenter les thèmes humains véritables et décisifs, non visibles à la surface de la vie, et leurs reflets spirituels. C'est pourquoi il prend toujours un grand élan vers ces problèmes, c'est pourquoi il se réfère si profondément au passé, à la genèse des principaux types de notre présent. L'historien futur de notre révolution, celui qui examinera les difficultés qu'elle a surmontées pour construire la société socialiste, dira de cette œuvre ce qu'Engels a dit de Balzac. Citons-le, qu'il a plus appris de lui, s'agissant même de détails économiques, que des livres de tous les historiens professionnels, économistes et statisticiens de cette époque pris ensemble. Par cette grande conception historique concrète des phénomènes sociaux, Gorki surmonte le faux dilemme de la tour d'ivoire et de la simple littérature de propagande. Les deux sont en effet pourtant, avec des signes différents, avec des visées subjectives différentes, anhistoriques de la même façon, elles restent de la même façon bloquées sur l'apparence immédiate de la vie. La culture signifie une connaissance large et profonde de la vie, afin que l'homme domine véritablement la vie. La vie de Gorki se différencie de la plupart des biographies d'écrivains modernes justement par cette largeur et cette profondeur de ses intérêts, par l'intensité avec laquelle, dès sa prime jeunesse jusqu'à son lit de mort, il a travaillé à l'extension et à l'approfondissement de sa culture. Gorki n'a jamais été seulement écrivain au sens restreint, moderne du terme, un homme qui produit des livres sur la base d'un don inné, se spécialise dans cette production et n'observe plus le monde que comme matériau de livres à venir. Gorki est devenu un écrivain aussi considérable précisément parce qu'il a combattu sans cesse, et avec succès, cet effet déformant de la division capitaliste du travail sur l'écrivain. Par cette lutte, il a infatigablement enrichi son contenu de vie et a grandi comme artiste d'œuvre en œuvre. Le danger de l'épuisement du talent, un danger typique pour les écrivains spécialisés par la division capitaliste du travail, n'existait pas pour lui. Et Gorki souligne aussi toujours d'une manière très résolue combien a été grande l'importance de son travail sur soi-même pour son talent, pour sa performance. Il dit par exemple au sujet d'une conversation avec Léonid Andreïev, « Je le rassurais et lui disais que je ne me considérais pas comme un pur sang arabe, mais comme un cheval de trait. Je savais bien que je devais moins mes succès à mon don inné qu'à ma capacité à travailler et à mon amour du travail. » Fin de citation. Sous cette forme polémique abrupte, c'est là une grande exagération et sûrement pas non plus le point de vue de Gorki sur lui-même. Mais en dépit de toute exagération, cet énoncé était au fond une pensée sérieuse. Gorki n'a jamais vu le cœur du don littéraire dans la fantaisie légère,
inventive, dans la perfection formelle de l'écriture ou d'autres signes distinctifs modernes du génie. Il s'est considéré comme le produit de son propre travail sur soi-même. Cela ne doit naturellement pas empêcher d'étudier le secret de son génie inné, unique en son genre. Celui-ci ne réside cependant pas, pensons-nous, là où l'on a coutume de le rechercher, chez lui et chez d'autres grands écrivains. Léon Tolstoï, qui était évidemment étranger au monde des idées de Gorky et le rejetait, a très bien dit, je le cite, « Votre esprit, je ne le comprends pas, mais vous avez l'intelligence du cœur. Oui, l'intelligence du cœur. » L'intelligence du cœur, c'est sans doute la remarque la plus pertinente qui ait été formulée sur Gorky. Et l'occasion de cette remarque est si caractéristique, tant de Tolstoï que de Gorky aussi, que nous voulons la mentionner ici. D'autant plus que l'on peut en déduire encore des conclusions plus larges pour l'activité d'artiste de Gorky. Voilà, Gorky raconte à Tolstoï un épisode de sa jeunesse. Il servait comme valet et jardinier chez une veuve de général, ancienne prostituée, qui était constamment ivre et persécutait sans cesse quelques jeunes filles qui vivaient dans la maison. Une fois, elle rencontra les jeunes filles dans le jardin et les agressa d'invectives ordurières. Les jeunes filles voulurent fuir. La générale leur barra la route et continua à les invectiver. Gorky essaya d'intervenir avec de bonnes paroles, mais en vain. Alors, il empoigna la générale par les épaules et la repoussa du portail. Les invectives de l'ivrogne continuèrent d'augmenter. Elle accusa Gorky de liaison avec les jeunes filles. Finalement, écrit Gorky, elle ouvrit vite sa robe de chambre, souleva haut sa chemise et beugla « Je suis bien mieux que ces rates !» Je devins alors furieux, je la retournai le dos vers moi, et je lui flanquai un coup de pelle sur le bas du dos en question, de sorte qu'elle sortit en toute hâte par le portillon et courut dans la cour. Fin de citation. Malgré toutes les tentatives de réconciliation de la générale, Gorky quitta immédiatement son service. En apparence, ce n'est là qu'une anecdote vulgaire, quelque peu obscène, tirée de la vie de va-nu-pieds de Gorky. Mais il est intéressant de suivre la réaction de Tolstoï à cette anecdote. Tout d'abord, il éclate de rire. Après s'être un peu repris, il dit, citons-le, « C'était très généreux de votre part de ne la battre que comme ça, n'importe qui d'autre lui en aurait flanqué une sur le crâne. » Fin de citation. Après un temps d'arrêt, encore Tolstoï, « Vous êtes un type rigolo, ne le prenez pas mal, mais vous êtes un type très rigolo. Et c'est miraculeux que vous soyez encore si bon, alors que vous auriez toutes les raisons d'être mauvais. Vous êtes fort, c'est bien. » Et comme conclusion ultime, il dit les mots que nous avons cités sur l'intelligence du cœur de Gorky. La simplicité et la vulgarité de l'anecdote nous permet de discerner quelques traits significatifs de Gorky au plan humain et au plan littéraire. En tout premier lieu, ce que Tolstoï souligne très bien, la générosité de Gorky, la mesure instinctive dans sa réaction spontanée de fureur contre le caractère cruel et ordurier de la générale. Sans aucune réflexion, il va dans le châtiment et l'humiliation juste aussi loin qu'il est absolument nécessaire, pas un pas de plus, et il ne se laisse pas un seul instant rabaisser dans une atmosphère de fange animale. D'un autre côté, il réagit à la vulgarité par la vulgarité. Mais à nouveau, il imprime avec une spontanéité instinctive un tournant humoristique à une scène commencée dans l'obscénité, et dépasse ainsi en homme et en artiste son caractère ordurier. Malgré toute la vulgarité de l'anecdote, on y voit toute l'humanité, la pureté intérieure et la délicatesse de Gorky, tout aussi clairement que dans ses autres expressions vitales, que dans ses œuvres. Il a l'intelligence du cœur. Cette intelligence du cœur est cependant de la plus haute importance au plan artistique. L'art bourgeois moderne souffre aussi, à côté de beaucoup d'autres choses, du faux dilemme du raffinement et de la grossièreté. Il tombe dans ces deux fausses extrémités. Comme tout problème artistique, celui-ci surgit aussi de la vie. Les écrivains bourgeois sont humainement confrontés, impuissants, à la bestialisation toujours croissante de la vie. Ou bien ils capitulent devant cette bestialité et la représentent dans sa crudité animale nue,
absurde, ou bien il se réfugie dans des sphères où l'on peut superficiellement rendre crédible qu'on se détourne de la brutalité de la vie. Il se réfugie dans le vide du raffinement. La grossièreté des anciens écrivains n'a rien à voir avec ce dilemme. Dans les scènes grossières de Cervantes, Rabelais ou Shakespeare, il y a assurément des explosions de nombreuses passions animales, sauvages des hommes, car sans leur représentation, le tableau de la vie ne pourrait pas être complet. Mais dans l'image du monde représentée par les grands auteurs, ces passions vont être placées à leur juste place. L'auteur avec une culture véritable, l'auteur qui maîtrise la vie avec compréhension et sentiment, connaît aussi les puissances négatives. Il se réjouit même artistiquement de les combattre, car ses connaissances de l'homme, sa foi dans les véritables forces de l'humanité, lui donnent la foi en la victoire finale sur l'animalité. Alors que face à la bestialité, l'écrivain bourgeois d'aujourd'hui reste impuissant et désespéré. Gorky avait pourtant l'intelligence du cœur dans ce combat des forces formatrices de l'homme contre la bestialité animale, cultivée par la société de classe. Il a toujours vu l'issue, plus encore, il a combattu pour cette issue, pour le socialisme. Et la grandeur de ce combat lui donne la possibilité, artistiquement aussi, de trouver un équilibre là où chez ses contemporains, il n'y a que la dissonance entre les faux extrêmes. Artistiquement parlant, l'art de Gorky ne connaît pas les faux extrêmes modernes de l'art intimiste et de la pseudo-monumentalité abandonnant la vérité de la nature. Il n'est pas un copiste mesquin de la nature et en même temps, il ne déforme pas la réalité par la stylisation. Il a l'intelligence du cœur et de ce fait l'intelligence de l'esprit. Celle-ci extrait de la réalité ses traits essentiels. Et parce que tout ce qu'il voit et représente est humainement important, il peut rendre des scènes de la vie quotidienne à peine animées en apparence, sans perdre pour autant la monumentalité véritable, sans devenir intimiste. Il peut représenter les traits les plus grossiers de l'homme sans phare, sans atténuation, sans non plus que s'étende sur son œuvre une quelconque ombre de la grossièreté moderne, sans devoir prendre la fuite dans une pseudo-monumentalité. Ce sens inné de l'humain, de l'authenticité humaine, Gorky l'a élevé au cours de sa longue vie remplie de travail et d'expérience à un niveau toujours plus élevé de la culture. La liaison avec le mouvement ouvrier révolutionnaire, les expériences du combat et de la victoire de la révolution prolétarienne ont rendu sa culture et son art toujours plus parfaits. Il est le premier maître du réalisme socialiste, car, comme artiste, il montre concrètement comment les contradictions de l'art bourgeois peuvent être surmontées réellement dans la pratique artistique. Pour qui vit superficiellement, sans riche contenu de vie, ses œuvres restent obligatoirement minces, sèches, artificielles, dénuées de plénitude de vie. Cette plénitude de vie est cependant là, elle existe dans notre grande réalité socialiste. À beaucoup, il manque seulement le regard de Gorky pour percevoir de manière adéquate le caractère humainement grandiose de cette vie. Il leur manque l'intelligence du cœur de Gorky pour sentir de manière constructive le pouls de cette grande époque. Comparons. Comment se situe Gorky par rapport aux hommes créés par lui et comment nombre de nos écrivains se situent-ils par rapport aux leurs? Peu importe si leurs personnages d'hommes présentent des défauts naturalistes ou formalistes ou les deux. Derrière chacun de ces défauts, il y a une attitude par rapport à l'homme raide, abstrait, bureaucratique, une nomenclaturisation, une classification sans âme, une méconnaissance de la singularité concrète chez l'homme, et en même temps une lacune dans la généralisation concrète, dans l'examen de la liaison concrète du destin individuel avec la vie de la société. La routine bureaucratique est dans la vie pratique la ligne de la résistance minimale, afin de poursuivre dans l'époque nouvelle la vieille vie confortable. Mais il se trompe lourdement celui qui pense que la virtuosité littéraire d'apparence si distinguée, ou l'érudition de la nomenclaturisation sociologique vulgaire, serait quelque chose de mieux que la routine bureaucratique. Remémorons-nous les paroles de Gorky que la discussion littéraire évoquait. L'art mauvais naît de la vie tout autant que le bon.
Ce dernier d'une vie bien menée, celui-là d'une vie mal conduite. Il faut comprendre que les défauts de toute littérature découlent de la vie de l'écrivain. Derrière toute question de forme littéraire mal posée, il y a une fausseté, une platitude, une distorsion, etc., de la conception du monde. Et toute défaillance en matière de conception du monde découle de la vie de l'homme qui a cette conception du monde. L'art doit être non seulement un miroir fidèle de la vie, mais aussi un miroir grossissant pour l'artiste lui-même. Ce que l'artiste a toléré en lui de non résolu, de brut, de sec, de déformé, d'animal, de barbare apparaît de même, mais plus clairement, grossi dans ses œuvres. Les combats littéraires de nos jours font partie du combat contre les reliquats du capitalisme dans l'être et la conscience des hommes. Maxime Gorky fut un grand pionnier de ce mouvement. Il a pratiquement surmonté l'art de l'âge du capitalisme. Nous sommes au cœur du bouleversement, et ce qui est d'actualité dans l'héritage de Gorky, c'est qu'il nous a montré la voie pour surmonter ces reliquats. C'est ainsi qu'il est devenu notre libérateur, au sens de Goethe.